Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout ce que vous rêviez de connaître en matière, je vais y arriver, en matière d'avion électrique, si je m'étouffe au début du sujet le plus passionnant de la journée, ce serait vraiment dommage. Nous allons parler avec mes deux invités ici même à la tribune des rendez-vous Médée. Alors Régis Meuret, bonjour, soyez le bienvenu. Je lis sur votre carte, Safran Hispano-Suiza, deux acteurs que l'on ne présente pas. Votre titre, Safran, alors je vais essayer de le prononcer en anglais, Safran Power R&T Manager, SPC Manager. Sauriez-vous nous préciser votre fonction, s'il vous plaît, et notamment pour les non-anglophones? Oui, donc mon objectif, c'est de travailler les technologies du futur pour l'avion plus électrique. Mon objectif, c'est de les préparer, de travailler l'innovation, de maturer, d'évaluer ce qu'on pourrait faire ensemble, d'améliorer nos façons de faire un moteur électrique, de faire une électronique de puissance, sujet de PE. Et ensuite, lorsqu'on voit qu'on a bien mis au point ces technologies, de les proposer à nos équipementiers dans le groupe et de les mettre en place. Alors effectivement, extrêmement prometteur, on va en parler dans quelques instants. À vos côtés, Olivier Gosselin, bonjour. Vous êtes le directeur donc R&T, donc technologie électrique et mécanique à la direction R&T au groupe Safran. Précision sur votre quotidien. Alors moi, mon quotidien, contrairement à Régis, c'est pas de travailler dans une unité opérationnelle, plutôt dans un siège social. Donc évidemment, on n'est pas tout à fait sur les mêmes horizons, mais néanmoins, on travaille pour les mêmes objectifs. Moi, je suis plus dans la programmation et puis dans la détermination d'objectifs technologiques permettant de préparer l'avion plus électrique. C'est tout à fait complémentaire aux actions que Régis mène sur le terrain pour les réaliser, pour les rendre tangibles. Donc on est tout à fait complémentaires. Moi, mon quotidien, il est effectivement beaucoup plus sur la préparation de programmes ou imaginer comment l'avion pourra se transformer, comment les systèmes de l'avion pourront se transformer. Et puis ensuite, on implémente ces technologies-là dans les sociétés du groupe, principalement chez Hispano-Suiza, dans laquelle Régis travaille, mais aussi dans d'autres sociétés. Et pour cela, on a une structure de recherche baptisée SPEC que Régis pilote, qui permet d'animer la recherche amont dans toutes les sociétés du groupe. Et c'est ce que Régis prépare. Alors justement, moi je vous propose peut-être un numéro de duettiste du coup par rapport à ces innovations. Justement, peut-être en commençant par les grands axes, les grands domaines sur lesquels actuellement l'ensemble des acteurs mondiaux réfléchissent. Je crois que c'est un petit peu ce que vous faites. Alors, et peut-être en séquençant un petit peu les grands thèmes, les grands domaines d'innovation, de recherche et de développement. Alors peut-être vous-même, Olivier, puisque vous avez le micro, quels sont un petit peu les grands enjeux? Quels seront les territoires d'innovation et de développement? On regarde ça, pas d'un point de vue technologique, mais avec pas mal de recul. Évidemment, les vertus que l'on donne dans l'avion plus électrique, c'est pas... De base, c'est pas tout à fait technologique. On imagine qu'effectivement, l'électricité peut amener beaucoup de choses. Ça peut amener déjà la mutation des systèmes qui étaient plutôt hydrauliques jusqu'alors par un fonctionnement électrique qui permettrait, disons, de se débarrasser de problèmes de maintenance, de problèmes de poids peut-être aussi. De poids, on l'espère, ça viendra grâce à la technologie, deuxième volet, mais au moins du point de vue système, c'est de se débarrasser de l'hydraulique qui permettra effectivement largement d'améliorer la maintenance des équipements. Ça permettra aussi de limiter le nombre d'énergie à bord qui est très multiplié entre des prises de force mécaniques, de l'hydraulique distribuée, de l'électricité aussi. Donc on espère qu'en rationalisant ces sources d'énergie vers l'électricité, on aura un avion plus cohérent. Ensuite, l'électricité se marie mieux avec l'électronique et l'informatique qui étaient déjà à bord. Donc en harmonisant tout ça... Et ensuite, une fois qu'on aura plus électrifié l'avion, les systèmes le seront plus. Ce sera un avion donc plus facile à entretenir, plus cohérent dans son contrôle, dans son monitoring, dans sa surveillance. Ensuite, il faut travailler les technologies. Et les technologies, là, ça permettra d'obtenir le gain justement sur la masse, parce qu'on ne sera pas forcément bénéfique simplement en basculant brutalement de l'hydraulique vers l'électrique. Donc là, les activités que mène Régis sur l'optimisation de toutes les technologies qui démarre de l'électronique de puissance ou les moteurs électriques, tout à fait fondamentales.
Alors, merci pour cet aperçu. Alors, retour sur, je dirais, des projets opérationnels au sein du groupe par rapport à cet enjeu. Vous en êtes où? Je crois que vous avez fait des annonces à ce sujet. On est au stade du proto, de la réflexion, de l'implémentation. Où est-ce qu'on en est, Régis Meuret? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y en a à tous les niveaux, puisqu'on fait déjà des avions, on fait déjà des équipements. Mais c'est vrai que par contre, il y a des enjeux. C'est d'améliorer l'efficacité énergétique, c'est de réduire le volume, d'améliorer la fiabilité, d'être capable de mettre des équipements dans des zones plus sévères. Donc la maîtrise de ces challenges, la préparation. Mais déjà actuellement, je dirais, on est dans une ère de l'avion plus électrique. Depuis la 380, il y a eu beaucoup d'innovations avec des premiers inverseurs. Nous, on a fait les inverseurs de poussée dans la zone moteur, dans des zones à tout près de 100 degrés. Et des équipements qui avant étaient complètement hydrauliques. Et ça s'est fait. Mais ça s'est fait avec des coûts qui pouvaient être supérieurs à ceux qu'on l'aurait espéré, avec des volumes qu'aurait aimé bien Airbus réduire. Donc en fait, on a déjà fait des applications. On a fait des applications aussi avec Boeing sur des freins électriques. Mais là aussi, sur ces applications, par exemple, pour l'instant, l'électronique, on la déporte, on la met dans des zones moins sévères. On met des câbles qui sont blindés, double blindés. On met des moteurs, on met des parois qui permettent d'isoler thermiquement les moteurs électriques. Donc en ce moment, on n'est pas à l'optimum. Mais on fait quand même de nombreuses applications. Mais ce que nous demandent nos clients, c'est d'être dans une logique d'amélioration. Et si vraiment on veut gagner, réduire la consommation du fuel, être plus électrique, il faut continuer à améliorer. Donc on est vraiment dans cette voie et je dirais, on ne peut pas dire que ça s'arrêtera dans 2 ans, que ça s'arrêtera dans 4 ans. On n'est pas encore dans cette vision, mais on est dans une recherche d'intégration de solutions innovantes. On monte en tension, par exemple. Donc ça, c'est pour réduire les courants dans les câbles, c'est pour réduire les courants dans les composants. Quand on augmente les tensions, ça crée des contraintes supplémentaires. Et on a des travaux au sein de l'équipe MEDE et des laboratoires associés pour traiter ces problèmes. Et après, de réaliser, d'avoir des systèmes d'isolation qui tiennent mieux. Et là, on cherche des partenaires, on les teste, on valide, on va améliorer les normes, on est dans cette logique. Alors, messieurs les partenaires, notamment les membres de la filière MEDE, mais aussi tous ceux qui regarderont l'émission, le groupe Safran recherche des partenaires, j'imagine au niveau mondial, mais vraiment les start-up, les entreprises, est-ce qu'elles ont aussi une place? Si elles ont une technologie innovante, il y a beaucoup de doctorants ici même, à Lille, au Grand Palais aujourd'hui. Est-ce que des entrepreneurs qui ont des solutions innovantes vous intéressent? Est-ce que vous travaillez avec des gros donneurs d'ordre? Enfin, comment ça se passe très concrètement puisque vous lancez un appel? Alors pour ceux qui ont participé au keynote d'Alain Coutreau, notre député directeur en recherche hier, ce qu'on a montré, SPEC, c'est 40 thèses, dont quelques-unes, et depuis quelques années, financées par la région du Nord, des laboratoires avec lesquels on travaille déjà depuis quelques années sur des thématiques d'amélioration en température, d'amélioration en DVDT, des corona résistants. On a déjà des PME qui travaillent avec nous pour apporter des systèmes d'isolation, j'allais dire green, donc meilleur recyclage. Donc on est déjà dans cette logique extrêmement actif lorsqu'on monte d'appel nos projets, d'essayer d'intégrer des partenaires régionaux. La recherche, les entreprises de manière active. Mais en même temps, nos labos travaillent en recherchant les meilleurs partenaires aussi. Et ils peuvent être aussi européens. Donc ce qu'il faut, c'est aboutir, en même temps créer une compétence, la partager le plus possible avec d'autres industriels qui ont les mêmes problématiques, pas forcément de notre secteur. Je vais citer Gemont, qui est dans le Nord et à qui on partage des travaux sur ces thèmes.
Et donc, on a une problématique, on cherche on a des partenaires problématiques académiques de recherche. Et si on peut trouver dans la région des fabricants dans de nombreux domaines, ils sont bien souvent accueillis. Ils sont les bienvenus au sein du groupe Safran. Voilà, on a un parcours et on a plusieurs stades depuis la recherche jusqu'après la validation et l'intégration dans des projets. Olivier Gosselin, Oui. vous vouliez réagir sur ce point-là, puis enchaînons ensuite sur d'autres univers de réflexion. Sur ce sujet des coopérations avec les PME, les universités, de toute façon, il y a des outils qui existent, qui sont créés, qui s'appellent les pôles de compétitivité. Bon, Médée, c'est un peu ça aussi. Donc, on est très présent dans ces pôles. On est effectivement plus présent dans les pôles à consonance aéronautique, mais pas que. La preuve, Médée n'en est pas un, mais on est quand même là. Donc, ces pôles dans lesquels on a beaucoup d'actions, soit de pilotage, soit de participation, nous permettent, ou nous obligent même en même temps, hein, c'est un devoir, de faire participer les structures, les petites structures, les PME. Il y a toujours un savant mélange de donneurs d'ordre, de grands groupes, de sociétés de services, d'écoles et de PME que l'on respecte, et on est bien content de trouver à travers ces réseaux-là l'opportunité de développer de nouveaux produits. Donc on est très moteur sur ce sujet-là. Et d'élargir. Merci pour déjà cet appel et puis ce travail en continu. Alors, on a parlé d'une part de solutions électriques de plus en plus importantes sur les avions. Tout à l'heure, vous parliez de moteurs électriques. J'ai aussi entendu parler de nouveaux systèmes qui permettraient, alors je ne suis pas spécialiste, mais aux avions de se tracter eux-mêmes sur la piste et de ne plus nécessiter, je crois que vous avez fait des annonces récemment, quelques univers additionnels peut-être de développement. Si vous avez eu l'occasion de participer ou de visiter le salon du Bourget, vous avez peut-être vu cette démonstration que Safran, avec son partenaire Honeywell, puisqu'on est à 50-50 sur ce sujet-là, de démonstration sur la 320. Vous avez pu voir une démonstration au sol qui, effectivement, faut peut-être pas voir ça comme un démonstrateur technologique électrique. Hein. L'idée de base, elle est quand même pas là. Ça va le devenir. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on a constaté, c'était que déplacer l'avion au sol avec les moteurs principaux, c'est-à-dire faire une fonction d'autobus avec des moteurs de plusieurs mégawatts, c'était pas tout à fait efficace. Et le rendement de ces moteurs-là est désastreux au sol. Donc la consommation de carburant est excessive. Donc de réadapter la puissance, c'est une adaptation de puissance à des moteurs, enfin une source d'énergie plus efficace au sol était intéressante. Donc on a juste démontré qu'en coupant les moteurs principaux et en trouvant finalement une façon auxiliaire de le faire, on pouvait gagner du carburant. Alors on l'a fait. La masse additionnelle de ces moteurs électriques qu'on a installés dans les roues, c'est une pénalité, mais néanmoins sur des vols où on roule beaucoup, c'est-à-dire sur les aéroports encombrés et qui font de petites distances, grosso modo de capitale à capitale européenne par exemple, on était gagnant malgré la masse embarquée avec le gain de kérosène que l'on effectue au sol. Donc c'est une première étape. C'est pas un démonstrateur de technologie électrique avancée, c'était pas ça le but. Le but était de couper les moteurs principaux de l'avion et démontrer qu'en poussant de façon alternative et adaptée, on pouvait gagner du carburant. Maintenant, une fois qu'on avait ce démonstrateur, qui est quand même où on a installé sur un train d'atterrissage existant un électromécanisme permettant de mouvoir la roue, c'était finalement une façon de démontrer que c'était faisable. Maintenant, il va falloir le faire évoluer en utilisant des technologies d'intégration, de R&T poussée, pour faire oublier ce système. Il faut qu'il disparaisse dans la roue, il va le fondre dans la roue, peut-être réinventer une roue électrique. Et là, maintenant, donc, les technologies de R&T et innovantes qu'on pourra trouver parmi tous les partenaires seront évidemment les bienvenus. Alors là encore, un appel du pied aux membres du réseau Médée et à tous les acteurs qui suivent nos émissions. Sur ce thème-là, peut-être une réaction ou d'autres. Le moteur électrique, du coup, on n'en parle pas ? Alors le moteur électrique, dans ce cas-là... Est-ce qu'on est dans de la science-fiction ? Est-ce qu'on est à très long terme ? Est-ce que... la propulsion électrique. Oui, pardon. Alors, pardon pour mon inculture sur le sujet. Merci, messieurs les spécialistes. Alors la propulsion électrique, je vais laisser répondre Régis. Alors, Régis, on est dans de la science-fiction ou pas vraiment ? Alors, à l'heure actuelle, on est sans doute encore dans la science-fiction, mais c'est vrai que moi je me rappelle que lorsque j'étais jeune, on voyait des émissions où on voyait des voitures voler, et en fait on voit qu'il y en a qui en construisent en ce moment, donc on n'est pas encore à l'ère de la voiture pas très cher, semble-t-il, qui va voler, ouais. Mais on voit que ça commence à sortir en termes de projets. Et il y a de ça 15 ans,
ça restait que de l'image, hein, donc de science-fiction. Le moteur de propulsion, c'est vrai qu'en ce moment, on n'y est pas, mais on a des travaux, hein, c'est les machines supraconductrices. Et là, il y a des travaux aussi bien en Angleterre, aux États-Unis. En France, on a des travaux. On est à la traîne. On est à la traîne ou ah non ça. Mais je dirais qu'on aura besoin de. Alors il y a Nexans. Nexans n'est pas si loin que ça. Hein, mais ils travaillent sur des conducteurs supra, hein, pour transporter l'énergie. Donc je pense qu'il y a. En tout cas, on démarre déjà des avant-projets. Ça ne vole pas. C'est pas encore dimensionné. C'est pas encore en essai. Mais je dirais que on peut peut-être imaginer que dans une 50aine d'années, on verra peut-être des choses bien plus avancées. On est à 50 ans là plutôt. Oui, ça va être très lent. Bon. C'est du long terme. Il y a tellement d'étapes pour valider des technologies de rupture comme à ce les niveau, supraconducteurs, hein. bien sûr. Mais avant, on aura sans doute d'autres étapes pour avoir de l'hybridation au niveau d'un moteur. Là, c'est déjà des choses qui sont en essai sur des hélicoptères. On y réfléchit sur des avions. Et là, la puissance n'est plus la même, hein, parce qu'un moteur de propulsion, c'est à peu près 10 mégawatts. Hein, donc, ça donne déjà de la grosse machine. Par contre, si c'est sur de l'hybridation, là, on est sur des choses beaucoup plus moins puissantes. On parle de générateurs. Donc, je pense qu'il y aura des étapes. Et par exemple, aux États-Unis, les gens travaillent sur des générateurs qui pourraient être déportés sur des ailes ou pour créer de l'énergie à différents endroits. Et ça en supraconducteur. Donc avant d'arriver à l'avion propulsé électriquement, il y aura sans doute d'autres étapes qui permettront de valider des technologies de rupture, hein, qu'on essaiera. Et bon, alors finalement, pour parler toujours sur la propulsion électrique, le problème aujourd'hui, c'est effectivement la puissance. Hein. La puissance est démesurée pour propulser un avion. Bon, néanmoins, sur les petits avions, qui ne nous concernent pas, parce que Safran, on n'est pas dans ce domaine d'application, on est plutôt dans l'aviation de transport de passagers. Mais dans l'aviation légère, on trouve déjà des applications. Au Bourget, il y en a certaines qui ont été montrées, où il y a de la propulsion pure électrique. Donc ça viendra. Il y a des projets sérieux, hein, pour des avions d'entraînement qui permettraient de voler 1 heure, de voler 2 heures, et de faire des prototypes relativement économiques et simples à entretenir. Donc ça va vivre sa vie relativement rapidement. Et ensuite, comme disait Régis, nous, on va s'intéresser plutôt dans l'aviation commerciale à tout ce qui peut être électrifié autour du moteur, voire dans le moteur, dans des puissances un peu raisonnables, donc plutôt pour l'aider, pour l'assister. On va rester dans les dizaines ou centaines de kilowatts, mais on ne pourra pas aller au-delà pour l'instant. Mais dans les fonctions d'assistance, il y a déjà beaucoup de vertus pour aider un moteur de propulsion thermique. Eh bien, merci pour ces éléments. Alors, Régis, je crois que vous, à l'origine, vous nous aviez préparé un petit document. Je voudrais surtout pas vous frustrer. Y a-t-il des illustrations, des visuels, des thèmes aussi qui, à ce stade, n'ont pas été traités, que vous auriez aimé que l'on évoque à ce stade ? Déjà, avant de passer un petit peu très rapidement sur les quelques slides que j'avais préparés, mais qui se trouvent aussi sur le site internet, hein. Il y a quelques slides pour dire un peu ce que c'est que Safran aussi. Hein, donc là, je pense qu'il peut y en avoir quelques-uns qui passent rapidement. Hein, expliquer que Safran, c'est un grand groupe qui est localisé dans de nombreuses régions et dans de nombreux pays. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en même temps, une chaîne électrique, c'est l'intégration de beaucoup de technologies. Et ça, je pense que c'est important de le dire en présence des PME, des sociétés, et que en fait, l'innovation, c'est pas l'innovation toujours sur un produit, un système. Ça, c'est notre rôle. Ça peut être le rôle de grands équipementiers, mais en fait, c'est un équipement, c'est de nombreuses technologies. Et donc, les technologies, je crois qu'il y a Oxel dans l'assistance, il me semble, mais donc voilà, c'est ce que j'avais vu. Et donc, quand on réalise un convertisseur, on a besoin de relier les éléments de puissance, on a besoin d'un bus bar, on a besoin de self, on a besoin de fils émaillés. Et là, on va retrouver l'apport de petites sociétés. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est vrai que si on montre un avion, un système de freinage,
ben, beaucoup de gens vont se dire mais qu'est-ce qu'on pourrait apporter? Et je pense que c'est important ensuite d'aller dans les, je dirais, dans les derniers slides. Hein, donc si vous pouvez avancer dans la présentation de SPEC, justement, bon là ici c'est les applications. Donc SPEC, on est dans les maturités basses. Et en fait c'est des challenges. Améliorer la tenue dans des ambiances difficiles, on va monter en tension, il faut améliorer la fiabilité. Ça c'est ce qu'on présente depuis de nombreuses années. Et si vous pouvez continuer. Donc ensuite, un réseau dont MEDE fait partie, de nombreux laboratoires de la région Nord. Là ici, on a un slide, c'est sur la CEM. Donc la CEM, c'est une compétence pour être capable de modéliser, mais après, c'est de trouver des améliorations pour réduire les effets de la CEM. Et quand on travaille ces aspects-là, ben, c'est un bus bar au niveau de la puissance, c'est des filtres, c'est des condensateurs. Et là, on va retrouver l'apport d'une petite société qui peut amener une technologie, sa brique. Et c'est ça que je pense qui est vraiment important. C'est qu'il y a Safran qui est l'ensemblier. Après, nous, on va travailler avec Airbus, Boeing, voire d'autres. Mais retenez, c'est qu'en fait, c'est l'assemblage d'un grand nombre de petites technologies, de petites briques qui vont permettre d'assembler. Et je pense qu'il n'y a pas de... Il faut considérer l'innovation vraiment au niveau de ces briques. Là, ici, c'est les aspects foudre. Et si dans la région Nord-Pas-de-Calais, ben, on a des gens qui fabriquent des systèmes qui permettent d'écouler ou qui ont des solutions pour faire des composants qui permettent de mieux protéger, ben, c'est aussi intéressant. Ensuite, j'ai des slides qui montrent la thermique. Donc le management thermique, c'est des interfaces thermiques, c'est des matériaux, et là on les travaille avec Valenciennes. Bon, là c'est le laboratoire, c'est l'aspect académique. Mais si on trouve des gens qui peuvent apporter une brique, ben, elle sera intégrée puisqu'elle va rentrer dans son système. Donc après, si on bascule, si on continue dans les présentations, là c'est les réseaux. Ça, c'est des choses qu'on travaille avec HEI, le L2EP. Donc là, c'est des études de stabilité. Tout à l'heure, il y avait un thésard qui était là, qui travaille sur des présentations qu'il a déjà fait hier. Mais on va travailler sur des supercondensateurs, on va travailler sur des systèmes de protection, on va travailler sur des câblages. On travaille sur une compétence. Cette compétence, on va la retrouver au niveau de l'habitat. Parce que nous, nos besoins, ils sont dans les mêmes tensions que pour l'habitat. Ce n'est pas forcément des applications spécifiques à l'aéronautique. Notre réseau d'essai, c'est 540 volts. Si on redresse du 380 triphasé à l'entrée d'une maison, on va retrouver du 540. Ben, je dirais, s'il y a des gens qui ont imaginé des protections innovantes pour l'habitat, ben, pourquoi pas la mettre, ou voir comment on peut la mettre en œuvre pour des applications aéronautiques. Donc vous voyez, il y a de nombreuses perspectives. Ouais, techno et pas seulement la techno aéronautique, vraiment des regards croisés sur des technos. Exactement, il faut voir tout ce qu'on peut faire ensemble et les bonnes idées, ils sont à partager, de voir comment on peut les introduire. Donc après, il y a des slides, là c'est la réalisation d'un moteur. Donc avant de parler d'un moteur Supra, ben, un moteur c'est de la mécanique, c'est du fil. Du fil, il faut le bobiner. On va trouver des fils avec des nouvelles résines. Donc on a besoin de beaucoup de choses pour faire un moteur. On a besoin de carcasses, on travaille sur des projets avec Arcelor. Arcelor, c'est des gens qui vont faire des tôles. Bon, c'est en Belgique, mais la Belgique, c'est quand même pas loin du nord de la France. Donc on a des projets aussi là-dessus. C'est de travailler, donc je vous ai dit, les résines, les encapsulants. Donc vous voyez, et en même temps, on crée une compétence le spectre est très large. Que l'on partage. Ensuite, il y a beaucoup d'autres choses sur... Mais vous voyez, à chaque fois, des petites technologies qui peuvent, qu'on va partager. Par itération. En même temps, on veut améliorer les recyclages. Ça, c'est quand même un terme à laquelle tout le monde tient pour la protection de l'environnement. Je sais que là, par contre, on a des projets. Il y a des projets qui sont pas forcément... où on n'est pas forcément, nous, Safran inclus, mais on les a soutenus. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui veulent industrialiser des résines qui vont être plus facilement recyclables. Je dirais que cette techno, le jour où elle est industrialisée, mais pourquoi pas l'utiliser dans une application pour Safran?
Eh ben, merci pour, je dirais, ce spectre extrêmement large. On est proche de la fin de l'émission. Olivier, est-ce que vous aussi, vous aviez des points que vous auriez aimé traiter et qui, à ce stade, n'auraient pas du tout, ou très très peu, ou mal été traités ou évoqués? Non, je pense qu'on a couvert un peu tout le spectre de travaux et d'investigations autour de l'avion. Donc, peut-être de comprendre qu'effectivement, l'avion plus électrique, ça va être une démarche un peu lente. Je pense que tout le monde, on en parle depuis longtemps et on a du mal à le concrétiser. Si on compare à la voiture, effectivement, il y a des similitudes. Bon, évidemment, les travaux automobiles sont plus axés sur la propulsion, mais au niveau des technologies, il y a beaucoup de similitudes qu'on peut réutiliser dans nos systèmes. Donc, on essaie quand même de marcher relativement de concert avec l'industrie automobile et aussi l'industrie ferroviaire. Tant qu'on peut se recouper, on essaie de le faire, on essaie de partager de la recherche. Donc là, je pense que justement la région Nord-Pas-de-Calais, qui est peut-être un peu plus active dans ces domaines ferroviaires et automobiles, elle est tout à fait adaptée à pouvoir contribuer et à partager des travaux, dans des travaux universitaires par exemple. Donc on essaye effectivement d'ouvrir notre spectre d'activité le plus possible et de sortir du milieu aéro pour pousser le plus rapidement la maturité de ces technos. Merci très sincèrement Olivier. Pour en savoir plus, peut-être un site web ou un événement, un point de rencontre logique pour une entreprise qui voudrait avancer avec le groupe? Peut-être. C'est relativement simple, hein. Le site Safran est très, très accessible de tous. Sinon, pour des demandes plus particulières, Régis et moi-même serons heureux de répondre aux sollicitations. Merci Olivier Gosselin, directeur R&T, technologie électrique et mécatronique au sein de la direction R&T du groupe Safran. Également, un dernier mot, un mot de conclusion, une adresse, un projet sur lequel vous aimeriez conclure, Régis? Non, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'étaient un petit peu nos besoins, ce qu'on travaillait au sein de MEDE. Moi, ce que je veux, c'est remercier aussi la région Nord-Pas-de-Calais qui soutient cette opération, parce que je pense que c'est important en même temps de créer une compétence française et régionale, puisqu'en fait, c'est vraiment l'aspect intéressant de partager entre industriels et en même temps d'être soutenu et donc de créer une compétence. Eh bien, merci effectivement. Soulignons le rôle de la région, soulignons également le rôle de MEDE. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté ici même à Lille Grand Palais. Et merci à vous, messieurs les entrepreneurs innovants qui auraient sans doute, je l'espère en tout cas, des réponses opérationnelles, de suivre nos émissions et pourquoi pas de prendre contact avec le groupe Safran. Merci très sincèrement. À bientôt à l'antenne des Rendez-vous MEDE.